Le Mvet, chapitre 1. Je sème le vent, oui, je tire l'éléphant, oui, ce jour est un dimanche, oui, que les oreilles écoutent, qu'elles écoutent le Mvet. Et, solitude, dois-je mourir pour le Mvet? Et, solitude, Tirandong Duntume, fils de Nduntuo Mezoo, dois-je mourir pour le Mvet? Et, solitude, on demande à Tirandong, vas-tu mourir pour le Mvet? Et, solitude, les hommes et les femmes demandent à Tirandong, vas-tu mourir pour le Mvet? Et, solitude, je joue du Mvet, je chante le Mvet. Et, solitude, neveu des villages Andama et Abona, neveu de la tribu Essangui, dois-je mourir pour le Mvet? Et, solitude, fils des villages Ngongome, Mélène et Ebian, fils de la tribu Yengi, vais-je mourir pour le Mvet? Et, solitude, les chiens aboient, les coqs chantent, vais-je mourir pour le Mvet? Et, solitude, les cordes vibrent, les mélodies bercent, les oreilles s'enchantent, dois-je mourir pour le Mvet? Et, solitude, pourquoi mourir pour le Mvet, alors que le Mvet me vivifie? Et, solitude, le Mvet est vie, et la vie est Mvet. Et, solitude, le Mvet est vie, et me sature de sa puissance. Et, solitude, puissance Mvet, n'est pas violence qui mène aux ténèbres. Et, solitude, puissance Mvet, puissance vivifiante, qui élève jusqu'aux cimes de lumière, jusqu'au sommet de félicité, ô puissance Mvet. Et, solitude, ô puissance invisible. Et, solitude, que les oreilles écoutent, qu'elles écoutent le Mvet. Obame Andome, ses origines. Minzi Mindong, homme du village de Nkum Abang Menzang, de la tribu Bekweng, les escargots, cousin germain de Bekoungé, les pygmées, épousa Anzang et Yime, fille des Yime Zolo Ela de la tribu Nkut, la tribu du brouillard, et eut d'elle 3 filles. Bela Minzi. On sait que Bela Minzi mena à Nkum Abang une vie assez capricieuse. Elle commit même un inceste avec un frère du village. De cet acte répréhensible naquit un beau garçon qu'on nomma Mborzok Bela Minzi et qu'on surnomma Nzem Odzeng Bela Minzi, le beau produit de l'inceste de Bela Minzi. Minzi Mindong maria ensuite Bela Minzi et Mba Evin Ekang Dengong. Et, pour débarrasser les esprits de la tribu de la présence constante et gênante du péché de Bela, confia aussi Mborzok à son gendre. Mba Evin remplaça alors les noms et surnoms de Mborzok Bela par Akomamba, l'initié de Mba, qui a reçu tout pouvoir à Ngong Zok Mbege Mba, l'éléphant porteur de Mba qui porte sur ses épaules les lourdes responsabilités de la descendance d'Ekang Na. Au cours d'un rite magique à Ngong, Mba Evin Ekang interdit au monde de se rappeler que son sang ne coulait pas dans les veines d'Akomamba. Plus tard, il eut de Bela Minzi d'autres enfants parmi lesquels Ondomba, père du chef des armées d'Ngong, et Kwang Ondo. La deuxième fille, Okome Minzi, Ela Medzang du village Mesolankini de la tribu, et ses Glessi à Mikur Menyung Nekobeng, vint au village Nkum Abang dans la tribu Bekweng et épousa Okome Minzi avec une dot de barrettes de fer. Il eut d'elle un fils, Adome Ela, le grand arbre d'Ela Mezang qui, grâce à son écorce traitée par la main des hommes, habille les peuples. Andome Ela était si puissant qu'il paraissait invincible et immortel. Il ne se maria qu'après avoir atteint l'âge adulte et eu un seul enfant mâle, Obame Ndome. Nous le verrons plus loin. La troisième fille,
Esang Minzi, Minko Mindong de la tribu yéménenne située du côté d'Etomé Abanzik Meko Megone, épousa Esang Minzi et eut d'elle un fils, Nzeminko, l'homme qui connaît l'histoire de la descendance des Kangna au bout des doigts. Ainsi tracée, la généalogie montre que Akomamba, fils de Bela Minzi, Andome-Ela, fils de Okome Minzi, et Nzeminko, fils de Esang Minzi, sont des cousins germains du côté maternel. En Fang, on dit simplement qu'ils sont frères. Dans la tribu Esiglesi, ayant atteint l'âge adulte, Andome-Ela Mzang devint rapidement riche et puissant. Riche, il l'était de par un nombre impressionnant de femmes, d'enfants, surtout des filles, d'animaux domestiques, de plantations diverses et de marchandises de toutes sortes, allant des pointes d'ivoire, des dots de barrettes de fer aux robes en peau de panthère. Puissant, il l'était de par une multitude de fétiches, de vampires et d'armes magiques. Alors, il remplaça son père à la tête de la tribu Esiglesi. La tribu Esiglesi était nombreuse. Elle s'étendait sur une immensité si démesurée qu'on disait que les Esiglesi se déversaient à l'extrême nord. De l'autre côté de la terre, au point où celle-ci forme un versant vertigineux qui aboutit dans le grand vide conduisant on ne sait où. Pour cette raison, on appelait cette tribu Esiglesi ou versant de la terre. D'ailleurs, les rumeurs les plus insolites et les plus incontrôlables ne couraient-elles pas sur l'existence des Esiglesi. D'aucuns prétendaient qu'ils entretenaient un commerce étroit avec un esprit inconnu, chef des esprits maraudeurs qui leur prodiguait santé, prospérité et puissance. D'autres affirmaient que le secret de leur puissance se trouvait enfoui au fond du grand fleuve Biboulou qui les séparait des autres tribus de Mikur Menyung Nekogen et qui était si large, si profond, si houleux qu'il paraissait infranchissable. Un voile de mystère couvrait donc la tribu Esiglesi située au bout du monde. Andome-Ela Mezang avait atteint la plénitude de sa puissance lorsqu'il apprit le retour à Ndong de son cousin Akomamba, qui revenait d'un important voyage. De coutume, les frères, cousins, beaux-frères ou tout autre parent rendent visite à l'un d'eux rentrant d'un long pèlerinage. Les circonstances étaient on ne peut plus favorables. Andome-Ela décida de se rendre à Ngong. Cette époque est aujourd'hui très reculée, perdue dans la nuit des temps. Akomamba venait à peine de se doter de puissance guerrière en parachevant son initiation chez Nangdong, l'oncle maternel de Meza Motungu. Ngong, sous l'impulsion d'Akomamba, commençait à s'affirmer et à faire parler de lui. C'était la naissance d'une mystérieuse et belle époque. La notion d'homme puissant que Mba Eving et Kang avaient concrétisé en se battant contre Nzok Memveme de la tribu Yesi se précisait maintenant dans l'esprit des hommes encore inoffensifs et trop près de la nature. Seules quelques rares tribus privilégiées pouvaient se vanter de posséder un ou deux hommes puissants. Andome-Ela Mezang réunit les anciens de la tribu Esiglesi et dit « Je pars à Ndong saluer mon frère Akomamba qui rentre, dit-on, d'un grand voyage. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer mon frère Akoma, mais on dit qu'il est un grand homme chez lui. Que dois-je aller lui offrir ?» On se rappelle la longue caravane que le fils d'Ela Mezang emmena à Ngong. Mais avant de quitter définitivement la tribu Esiglesi, car il ne devait jamais revenir de ce périple, il dit encore aux anciens « Je ne pars pas comme un aveugle, bien que j'ignore la mentalité des tribus que je vais traverser et des hommes d'Ngong, j'ai pris toutes mes précautions pour parer à toute éventualité. Si malgré ma puissance, un accident venait à m'arriver, sachez que Obame Ndome, qui n'a encore que 4 grandes saisons sèches, est seul mon héritier, mon successeur. Veillez donc sur lui et ne révélez ce que je viens de vous dire que lorsqu'il sera en âge de diriger la tribu. Pendant mon absence, mon frère Edzang Ela Mezang commandera les Esiglesi. » On sait que Akomamba, après avoir reçu des mains d'Andome-Ela toutes les richesses que celui-ci lui avait apportées, se crut humilié par tant de largesse. Et pour sauver son honneur, il livra bataille à son frère Doku sur le chemin du retour. Le combat dura plusieurs jours et Akoma ne parvint à bout d'Andome-Ela que grâce au concours de Medang Ndong Oyono. Ce dernier se battait comme une mère panthère perchée sur les branches d'un grand arbre au Veng, d'où il rebondissait sur sa proie puis assénait d'impitoyables coups.
tant et si bien qu'il finit par décapiter le fils d'Elamezang et emporta sa tête à Ngong. Mais avant de quitter le champ de bataille, Akomamba fit jurer à Medang Ndong de ne jamais raconter à quiconque qu'il était le véritable vainqueur d'Andome Ela. Aujourd'hui encore, l'on croit toujours qu'Andome Elamezang est mort de la main d'Akomamba. Dès qu'elle apprit l'effroyable nouvelle, la tribu Esiglesi sombra dans un grand deuil. Établis ces rapports, je vous invite maintenant à me suivre dans la tribu Esiglesi au nord et à y vivre quelque temps en compagnie d'Obame Ndome. Obame Ndome avait grandi comme grandissent tous les enfants des villages et des hommes riches. Il avait été choyé dans son enfance par la multitude des veuves qu'avait laissé son père et que s'étaient partagés les hommes de Mesolankini après sa mort tragique survenue au pays des immortels. Il avait grandi au milieu de hordes de bambins agités sous des torrents de pluie que le ciel déversait en saison sur le pays des Esiglesi qui ignoraient la soif et la famine. Il avait grandi dans la poussière des cours lorsque le soleil ternissait la nature en saison sèche. Assoiffait les rivières, poussait les femmes à la pêche dans les étangs et les hommes à la chasse dans la forêt craquelée et à l'anguille. Il avait grandi au rythme des tam-tams et des tambours, grelots aux pieds, dansant et chantant avec frénésie dans le feu de l'allégresse. Le temps qui s'écoulait lentement ne cessait de modeler son corps à l'image de celui de son père, l'allongeant et l'élargissant. De lune en lune, de saison sèche en saison sèche, ce corps prenait des proportions redoutables. Obame Ndome était devenu un homme. Et quel homme! Il ressemblait à Ndome Elamezang comme deux coccinelles. Tout comme son défunt père, il avait une tête volumineuse, les yeux perçants, un nez écrasé, les cheveux abondants, un cou annelé, des épaules larges donnant naissance à des bras longs, lourds, nerveux, une poitrine noire de poils, des cuisses épaisses, terminées par des jambes arquées et puissantes. Sa démarche avait la souplesse d'un félin et sa voix le timbre d'un grelot métallique. Tout le monde disait que le sang d'Ndome Ela ne s'était pas coagulé dans les veines de son fils, que celui-ci n'était que la fidèle réplique de celui-là, que la seule différence entre eux résidait dans les élans fougueux du fils, trait de caractère inconnu du père au flegme légendaire. Obame Ndome n'avait pas été initié selon les règles habituelles. Avant de s'en aller à Ndong, Adome Ela avait exigé des anciens de ne jamais faire subir à son fils les rites de l'initiation. À l'air ahuri de ses pères, il avait simplement répondu « Il est déjà initié ». Cependant, nul parmi les connaisseurs Esiglesi ne se rappelait avoir participé à cette initiation. Mais personne n'osait contredire le fils d'Elamezang. Le mystère le plus complet planait donc sur la puissance d'Obame Ndome et inspirait aux Esiglesi crainte et méfiance. N'était-ce pas là la première fois qu'une grande tribu allait avoir à sa tête un homme dont les anciens ignoraient tout? Or, les anciens sont le modérateur des fougues et foudres de tout chef, eux qui détiennent les secrets de la discipline sacrée. À qui Obame Ndome accorderait-il sa confiance s'il parvenait à savoir qu'il n'était que superficiellement connu des maîtres initiés et qu'aucun d'eux n'était en droit de lui dicter sa volonté? Et comment s'imposer à un tel personnage et s'en faire obéir? Cette situation jetait le doute et la confusion dans les esprits. Ndome Elamezang aurait-il perdu la raison? Ou simplement désirait-il précipiter la tribu Esiglesi dans le chaos? Au cas, improbable bien sûr étant donné sa superpuissance, où il ne reviendrait pas d'Ngong. Mais si cette dernière hypothèse s'avérait juste, pensait-il que les Esiglesi étaient naïfs au point de se laisser conduire par un jeune homme prétendu initié, mais dont les grands magiciens de la tribu ne savaient rien? La solution du problème paraissait simple. Si Ndome Ela ne revenait pas d'Ngong, Obame Ndome serait de gré ou de force soumis à l'initiation par les anciens avant de lui passer le pouvoir sur les Esiglesi. Maintenant, le temps de remettre ce pouvoir entre les mains d'Obame Ndome était arrivé. Une nuit, Edzang Ela, le frère d'Ndome Ela, réunit les magiciens et leur dit « Il y a bien longtemps que mon frère est mort à Ngong. Son fils Obame Ndome est maintenant un homme. Je dois exécuter les dernières volontés de mon frère. Je vous remets donc le chasse-mouche, emblème du pouvoir chez les Esiglesi, afin que vous le remettiez à votre tour à Obame Ndome. » Et il posa le chasse-mouche sur les cuisses d'Akogafeb Owonu, le plus ancien des initiés. Celui-ci se leva et dit « Tu fais bien,
Edzangela, d'obéir ainsi aux dernières recommandations de ton défunt frère que nous regrettons tous. Nul ici ne peut trouver à redire à ton geste si noble, mais nous sommes tous préoccupés par le cas d'Obame Ndome. Quelqu'un parmi nous pourrait-il affirmer avoir assisté à son initiation? Les magiciens secouèrent négativement la tête. Akoga poursuivit. Puisqu'il en est ainsi, je conclus en précisant qu'Obame Ndome n'a jamais été initié. Sinon, nous le saurions tous. Son père nous a simplement bernés. Dans quelle intention? Je l'ignore. Toujours est-il qu'Obame Ndome n'a jamais été initié. Il va maintenant l'être puisqu'il doit devenir le chef de la tribu. Vous me direz que nous aurions dû le faire plus tôt, vu son âge avancé déjà, mais il nous est actuellement impossible d'agir autrement. Nous y sommes contraints et nous allons procéder à cette initiation. Naturellement, comme Obame Ndome est maintenant homme, cette cérémonie va s'opérer au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des 7 plus grands magiciens de la tribu Esiglesi. Les autres initiés se feront représenter par leur hibou. Bien entendu, tout le monde prendra part au repas sacré lors de la clôture de l'initiation. Nous commencerons dans la nuit de demain. Edzang est là. Tu sais ce que tu as à faire, n'est-ce pas? Naturellement, répondit l'intéressé. Dans ces conditions, il ne nous reste plus qu'à nous préparer. Rendez-vous ici demain soir, termina Akoga Feb Owono. Les magiciens se transformèrent les uns en hibou, les autres en chauves-souris et rejoignirent en froufroutant chacun son village. On était au beau milieu de la saison des pluies où le soleil, quand il ne se dissimule pas derrière d'épais nuages courroucés, d'où s'échappent habituellement de formidables trompes d'eau, brille d'un éclat insoutenable. Ce matin-là, le soleil était justement de bonne humeur. Un jour radieux s'épanouissait sur le pays des Esiglesi. La lumière distribuait la joie à profusion. Dans les arrière-cours, des poules célébraient leur bonheur à grands coups de bec et de griffes sur les tas d'immondices en caquetant. Chez les mange-mille, des concerts ininterrompus animaient le feuillage des palmiers. Des rires des femmes bien réveillées et le bruit des ustensiles ménagers se confondaient dans les cases d'où filtrait à travers le toit de paille un imperceptible voile de fumée. D'innombrables marmots s'égayaient dans la poussière des cours. Coincés entre les lèvres des hommes assis dans les corps de garde, les pipes avaient retrouvé leur usage. Des conversations roulaient d'un sujet à l'autre et ne tarissaient point. On parlait mariage, on parlait plantation, on parlait chasse, jusqu'au moment où l'on se décidait finalement à reprendre ses occupations de la journée. Pendant ce temps, la bonne humeur du soleil change, devient pesante. Elle se dilue maintenant en une sorte de vapeur torride suffocante. Les poules se réfugient à l'ombre des vérandas ou des bananiers. Des bambins agiles sautent du pont de Longrine et plongent à grand bruit dans les eaux tumultueuses et bienfaisantes d'une rivière. La chaleur monte, se déverse sur vos épaules, alourdit les êtres et les choses. La réverbération s'intensifie. Aucun nuage n'ose affronter les rayons tranchants d'un soleil aussi agressif. À l'agitation du matin succède le calme déprimant du milieu du jour. Plus de vent. L'immobilité s'est emparée des arbres et des hommes. Puis, le temps passe. Comme à regret, le soleil a franchi l'endroit le plus élevé du ciel et descend maintenant le versant opposé. Sa colère diminue. La vie renaît. La nature s'ébroue à nouveau. Les ombres s'allongent. L'air fraîchit. Les cases rivalisent d'élégance en se coiffant de magnifiques huppes de fumée bleue. Le soleil a disparu. Peu à peu, l'ombre s'épaissit. Bientôt, un calme d'un tout autre genre planera sur les villages. Lorsque se sont closes les portes et que commencent à chanter les hiboux sur les avocatiers et les palmiers, Edzang est là, de son sifflet magique, pousse un long ululement. De tous les villages de la tribu Esiglesi volent les initiés qui viennent s'abattre dans la cour de Mesolankini. Edzangela fait un signe. Tous se dirigent sur la rive du grand fleuve Biboulou et s'assemblent à l'endroit où un bras de forêt forme une presqu'île. Edzangela plante en terre une corne d'antilope remplie de cire noire et dit « Nous voici au rendez-vous. Les 7 plus grands initiateurs Bekom vont s'occuper de la cérémonie. Les hiboux des non-participants au rite n'ont qu'à se percher sur les arbres et animer la manifestation de leur chant ésotérique. Comme vous le constatez, Obame Ndome n'est pas ici. Je ne lui ai rien dit et je suppose qu'il ignore totalement ce que nous sommes en train de faire. Je ne vous cache pas que cet homme m'effraie quelque peu bien qu'il soit encore qu'un bambin. Akoga Feb Owono, à toi la parole. Bien, acquiesça le grand maître.
Tout d'abord, en raison des circonstances toutes particulières de cette cérémonie, je préconise seulement le repas sacré auquel Obame Andome prendra part. Avons-nous tout ce qu'il nous faut pour cela ? Bien sûr, répondirent plusieurs magiciens qui se mirent à ouvrir leurs sachets de cuir d'où il sortait des gris-gris de toutes sortes qu'ils jetaient dans une énorme marmite contenant déjà de la cervelle de mouton, un bec et des serres d'aigle, des crocs de panthère, des éclats d'ivoire, des ailes déplumées de toucan, des herbes aromatiques diverses. Akogafeb Owono compléta le tout par quelques fétiches indéfinissables. Deux solides gaillards placèrent la marmite sur un feu de bois et activèrent les flammes. Bientôt un bouillonnement se produisit. Une buée chaude se répandit dans l'air, excitant de son parfum piquant à nuque la racine des mâchoires et les narines des hommes qui commencèrent à éternuer. Qu'on aille chercher Obame Andome, commanda Akogafeb Owono. J'y vais, dit Seng Memvi, l'un des grands magiciens de cette assemblée. Seng Memvi prit les airs et atterrit sur la véranda de la case d'Obame Andome. Il entra sans frapper. Obame Andome ne s'était pas encore endormi. Il se redressa sur un coude et le sommier de Liane émit un gémissement sous le poids de l'homme. Il reconnut Seng Memvi, s'étonna de son entrée intempestive à un moment aussi indu et posa la question qui lui passait par la tête. « Qu'y a-t-il, Seng Memvi ? On t'attend au bord du fleuve, Obame Andome. Akogafeb Owono a réuni les initiés car il est temps que tu connaisses les grands secrets de la vie. Ah bon ? Eh bien, allons-y. » Obame Andome sauta vivement du lit et serra un pagne autour de ses reins à l'aide d'une ceinture en peau de crocodile. Un sabre pendait au côté. Il se coiffa d'un bonnet panthère. Obame Andome ne portait jamais de gris-gris. Ils sortirent de la case et cheminèrent lentement vers le fleuve. Le fils d'Andome Ella se demandait ce que voulait bien signifier cette convocation nocturne. Il savait qu'Akogafeb Owono était un grand magicien qui ne devait pas ignorer que lui, Obame Andome, avait été initié avant sa naissance. Et s'il l'ignorait, tous ceux qui l'attendaient là-bas au bord du fleuve, c'est que la tribu Esiglesi avait perdu son plus grand magicien en la personne de son défunt père. Cette situation devenait intolérable. Il fallait la redresser sans tarder. Les hiboux chantaient sur les arbres de chaque côté de la piste, signe habituel des assises d'une réunion magique. Obame Andome sourit à ces oiseaux sinistres. Était-ce de ces pauvres bêtes à elles que les initiés Esiglesi espéraient tirer leur puissance ? Chemin faisant, Seng Memvi et Obame Andome arrivèrent au milieu de la presqu'île. Le feu de bois éclairait les hommes, assis tout autour. En apercevant Obame Andome, le visage d'Akogafeb Owono s'illumina d'un large sourire. Il poussa vers lui le 8e escabeau resté vide. Mais le fils d'Andome Ella se croisa les bras sur la poitrine et demeura debout. Avant toute chose, fit-il, dites-moi le pourquoi de cette séance et de ma présence ici. Très simple, répondit Akogafeb Owono. Ton oncle Edzang Ella vient de remettre le chasse-mouche du pouvoir aux initiés afin qu'ils te revêtent des responsabilités de la tribu Esiglesi. Pour ce faire, il te faut préalablement manger le mets fétiche, puisqu'à notre connaissance, tu n'as jamais été initié. Et je ne tiens pas à l'être, dit le fils d'Andome Ella. Remettez-moi simplement ce chasse-mouche pour que je dirige les populations Esiglesi. Et si j'en crois les dires de ma mère, mon père de son vivant m'a interdit de glisser entre mes lèvres tout ce qui se rapproche au fétiche sous peine de défaillance morale, physique et de mort violente. Tu déraisonnes, Obame Andome, dit Akogafeb Owono. Le chef de la tribu Esiglesi doit être un homme puissant. Or, un homme puissant non initié, cela ne s'est jamais vu. Soit, dit Obame Andome. Vas-y avec ton mets fétiche. Akogafeb Owono plongea une grosse louche de bois dans la marmite et prononça les paroles rituelles. Aussi longtemps que tu vivras, toi, Obame Andome, nul ne pourra te surpasser en puissance et en richesse. Tu seras le maître de la terre. Puis, il voulut verser une cuillerée de sauce dans la bouche ouverte d'Obame Andome qui attendait les yeux fermés. Soudain, avant qu'elle ait touché les lèvres du prétendu non-initié, la louche explosa de concert avec la marmite et le contenu gicla de tous côtés brûlant le corps des magiciens, les aveuglant. Des hurlements de douleur s'échappaient des poitrines, tandis que, sur les arbres, les hiboux se taisaient, étonnés. Obame Andome ouvrit les yeux avec un sourire ironique. « Que se passe-t-il » demanda malicieusement le fils d'Andome Ella. « Va-t'en » éclata de colère Akogafeb Owono. « Prends le chasse-mouche et va-t'en. » Ah ! Éclata à son tour Obame Andome mais de rire. «
Je croyais que je ne devais le prendre qu'après avoir avalé la sauce fétiche. De toute façon, tu as commis 2 erreurs. Premièrement, il ne faut pas me considérer comme un homme qui vivra aussi longtemps qu'eux. Je vis et je vivrai. Deuxièmement, je n'ai aucune envie d'être le maître de la terre. Je suppose que la terre est grande, trop grande pour qu'un homme se permette l'ambition d'en devenir le maître. La sauce fétiche s'est alors tournée contre vous-même qui l'avez préparée. Maintenant, vous êtes devenu aveugle. Je ne puis plus rien pour vous. Il ramassa le chasse-mouche, prit la voie des airs et rentra dans sa case. Le jour approchait. Les perdrix avaient lancé dans l'espace leur premier chant auquel les coqs avaient répondu avec frénésie. Puis le calme était revenu, qui n'allait pas tarder à être à nouveau rompu. Les ténèbres se diluèrent graduellement, puis le ciel s'empourpra brusquement à l'est. Ce fut alors un vacarme assourdissant de tous les bruits qui saluaient la naissance du jour. Obame et Ndomé n'avaient pas trouvé le sommeil du restant de la nuit. 6 grands magiciens de la tribu Esiglesi venaient d'être frappés de cécité au cours d'un rite. Le 7e, son oncle Edzangela, ayant miraculeusement échappé au désastre. Que n'allait-on pas manquer de supposer? Qu'il s'était arrangé avec son oncle pour éliminer les plus compétents des magiciens de la tribu de la haute scène de l'initiation, que son ambition était de placer le peuple Esiglesi sous sa dévotion, qu'il ne faisait que suivre les traces ayant conduit son père à la chute, mais finalement, il avait haussé les épaules. Que lui importait ce que pouvaient bien penser ces illuminés, dont le premier souci était de se gorger de victuailles après un semblant de rite. Et si son oncle avait échappé à l'éclaboussure de la sauce fétiche, c'est qu'il était simplement plus prudent que les autres. Devait-on le lui reprocher? Reproche-t-on à quelqu'un d'être plus intelligent que les autres? D'autre part, lui, Obame Ndomé, était déjà un homme. Ordinairement, l'initiation qui consiste à insuffler richesse et puissance à un individu se fait dans son plus jeune âge. Sauf de rares exceptions, des hommes initiés dans leur maturité ont toujours été un danger pour leur tribu. Ils commencent par briller, puis provoquent des cataclysmes et sombrent ensuite avec une importante partie de leur nation. On les appelle d'ailleurs en langage initié des étoiles filantes ou feux de paille. Or, Obame Ndomé ne voulait pas être une étoile filante, mais une étoile fixe, une étoile dont la lumière ne s'éteint pas. C'est pourquoi ce fameux rite dans la presqu'île ne lui avait rien dit de bon, et s'était terminé par une catastrophe chez les magiciens. Dehors, le jour s'affermissait, la forêt engloutissait les travailleurs, les non-initiés et les femmes insouciantes, le cœur léger et la mine réjouie, vaquaient tranquillement à leurs besognes. Dans cette heureuse ignorance qui dispense une innocence infantile et une paix perpétuelle. Avaient-ils, eux, à se préoccuper des élucubrations et des acrobaties incompréhensibles des magiciens? Le soleil ne se levait-il pas tous les jours pour fortifier et entretenir les hommes et la nuit? Ne leur envoyait-il pas sa femme, la lune, pour éclairer leurs danses frénétiques? Qui pouvait prétendre éteindre le soleil ou décrocher la lune? Les hommes n'étaient que des hommes, comme tels, devaient abandonner toute idée de superpuissance et n'accomplir que leur devoir d'homme, travailler, manger, se réjouir, dormir. Pourquoi ne comprenaient-ils pas cela? Pourquoi ne saisissaient-ils pas le chant du perroquet? Le perroquet chante sur les palmiers. Le perroquet est là, le perroquet est là. Le perroquet chante sur les palmiers. Oh perroquet, ouvre-nous ton ventre. Le perroquet chante sur les palmiers. Perroquet, oiseau de brousse, oiseau de l'ancien village, dis-nous ce que contient ton ventre. Le perroquet chante sur les palmiers. Perroquet rutilant, perroquet vert, perroquet au plumage multicolore, chante-nous ce que contient ton ventre. Le perroquet chante sur les palmiers. Perroquet à la voix de vieux tambour, chante, chante, chante. Le perroquet chante sur les palmiers. Je suis oiseau des forêts, je suis oiseau des plaines, je vais partout et je chante. Le perroquet chante sur les palmiers. Je chante avec les oiseaux, je chante avec les hommes, je chante de ma voix de perroquet. Le perroquet chante sur les palmiers. Qui comprendra mon chant? Qui saisira mes paroles? Le perroquet chante sur les palmiers.
J'ai vu s'ouvrir les cases, j'ai entendu des appels. Hé, le perroquet chante sur les palmiers. Hé, les hommes sortent des cases. Hé, le perroquet chante sur les palmiers. Hé, il s'attelle à tout, à l'utile et à l'inutile. Hé, le perroquet chante sur les palmiers. Hé, et l'inutile, qu'il croit utile, les oppose. Hé, le perroquet chante sur les palmiers. Hé, chacun veut faire triompher sa logique. Hé, le perroquet chante sur les palmiers. Hé, à se quereller affaire d'un instant, à se réconcilier affaire de plusieurs lunes. Hé, le perroquet chante sur les palmiers. Hé, leurs mains sont imbibées de sang, frère, et leurs poumons couvrent la haine du semblable. Hé, le perroquet chante sur les palmiers. Hé, leur bouche professe justice, tandis que leurs mains frénétiques s'accaparent tout. Hé, le perroquet chante sur les palmiers. Hé, du miel dans la bouche, de l'amertume dans le cœur. Hé, le perroquet chante sur les palmiers. Hé, la jalousie règne, la corruption domine. Hé, le perroquet chante sur les palmiers. Hé, au milieu de cette tourmente, quelques intrépides, à la voix qu'on étouffe. Hé, le perroquet chante sur les palmiers. Hé, peut-on étouffer la voix des intrépides? Hé, le perroquet chante sur les palmiers. Hé, la voix des intrépides, c'est la voix du perroquet. Hé, le perroquet chante sur les palmiers. Hé, je suis l'oiseau des forêts, je suis l'oiseau des plaines, je vais partout et je chante. Hé, le perroquet chante sur les palmiers. Hé, je désirais épouser Assumbeng, la plus belle des filles des Sonos. Oh, maman, quel malheur! Je désirais épouser Assumbeng, la plus belle des filles des Sonos. Oh, maman, quel malheur! Je désirais épouser Assumbeng. Oh, maman, quel malheur! Mais la Providence s'est opposée. Oh, maman, quel malheur! Que les oreilles écoutent, qu'elles écoutent le Mvet. Une nouvelle parcourt le pays Essiglési. Akoba Feb Owono, l'homme le plus vieux de la tribu, dit qu'il a mal aux yeux. Non seulement il a mal aux yeux, mais il se gratte sans arrêt. Tout son corps est couvert d'ampoules, dont on dirait issues de brûlures récentes. Akoba Feb Owono est bien malade. Mbengang, le guérisseur qui connaît les vertus médicamenteuses de toutes les herbes de la brousse, est à son chevet. Mais il n'arrive pas à guérir le pauvre vieillard. Il ne sait même pas comment le patient a pu contracter cette maladie dont il ignore de surcroît la nature. 3 chiens ont été égorgés et leur sang aspergé sur le corps du malade, mais la fièvre augmente de jour en jour. Bengang a demandé à plusieurs reprises à Akoba Feb Owono de lui dire ce qu'il sait lui-même de cette maladie. Mais le vieillard est devenu aussi hermétique qu'un piège à tigre. De temps en temps, il secoue négativement la tête, se tourne et se retourne sur son lit de bambou, pousse des grognements sourds, puis se tait. Ses yeux se sont gonflés et ont perdu de leur éclat. Il est au plus mal. Que dit-on encore? On dit que la même maladie s'est déclarée chez Seng Memvi, un autre vieillard du clan. Mikan Ndema, d'autres ancêtres en souffrent également. La nouvelle toute récente souligne que Ngoa et Etugu, leurs homologues, en sont aussi atteints. Cette épidémie ne s'attaque-t-elle donc qu'aux vieillards? Et là, vous autres qui parlez là-bas, que dites-vous? N'entendez-vous pas qu'Akoba Feb Owono vient de mourir? Le tam-tam dit qu'il a parlé avant d'expirer. Il a dit qu'une nuit, lui et ses confrères malades ont fait de la sorcellerie. Qu'à cause d'un malentendu, la séance a dégénéré en bagarre. Comme il y avait un grand feu, tous s'y sont jetés et voilà. Et pourquoi ne l'a-t-il pas dit plus tôt? Mbengang aurait quand même trouvé le moyen de les guérir, penses-tu? Quand tu apprends que ces féticheurs se sont bagarrés au cours d'une séance de sorcellerie, c'est qu'ils voulaient encore envoûter quelques innocents. Les hiboux ont trop chanté ces dernières nuits. Oui, ami, je me disais bien que quelque chose n'allait pas. Mais alors, ils vont tous périr? Et comment? Mbengang a déjà plié sa natte et est rentré chez lui. Ça leur apprendra à ces illuminés de se croire immunisés contre tout, même contre le feu.
et de toujours chercher à sucer le sang des pauvres ignorants pour polir leur vieillesse. Dieu est tout-puissant. Cette fois, il les a eus. Ne parle pas ainsi, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Il se peut que tout ce qu'on raconte est faux. Faux ou pas, il était grand temps pour ces patriarches farfelus d'aller rejoindre leurs ancêtres au pays des morts. Nous avons nous aussi besoin de vivre libres, sans être obligés de subir la loi de ces plus que vieillards aux vues, plus étroites qu'un tuyau de pipe. L'un après l'autre, les 6 magiciens frappés de brûlure et de cécité moururent. La magie de la tribu Esiglesi en fut profondément affectée. Même de l'autre côté du fleuve Biboulou, d'autres magiciens se lamentèrent. Cet accident survenu en pays Esiglesi n'était-il pas le prélude d'un événement nouveau? Comment 6 des plus grands magiciens de la plus vieille tribu pouvaient-ils être soufflés aussi facilement que des fœtus de paille? Puis le temps s'écoula. Les funérailles des disparus s'étaient déroulées avec très peu de cérémonial, la rumeur publique ayant traité ces derniers de nuisibles. Ils avaient été inhumés très sommairement et seules leurs familles respectives s'étaient occupées de ces cérémonies. Ensuite, l'on avait décidé de procéder à un retrait de deuil commun. Les festivités du retrait de deuil, elles, étonnèrent leurs organisateurs par la tournure qu'elles prirent dès le début des manifestations. D'abord, il arriva à Mesolankini plus de monde que prévu. Il en vint de partout. De Mikour, détonné à Banzik Meko Mengone et détourné Zok à Vene Obame. Jamais le sol Esiglesi n'avait été foulé par autant d'étrangers. Et ce qui frappait encore plus, c'était, parmi eux, une trop forte majorité de vieillards. Il y en avait de tous les aspects et de toutes les tailles. Des squelettiques, des ratatinés, des chauves, des nains, des bedonnants, des gigantesques à chevelure abondante et toute blanche, et même des étonnamment athlétiques. Il y en avait. Et ceux qui ignoraient le commun des mortels, tous ces vieillards étaient des magiciens éprouvés. Ensuite, contre toute attente, Edzang Ella, le frère d'Andome Ella, annonça à la foule réunie qu'au cours des présentes cérémonies, Obame Andome allait être proclamé chef de la tribu Esiglesi. Cette nouvelle provoqua une vive effervescence à Mesolankini. Obame Andome, beaucoup ne le connaissaient que de nom. Très peu d'hommes puissants l'avaient approché déjà. Obame Andome, ce nom ressuscitait tout à coup un passé enfoui depuis les profondeurs de l'oubli. Obame Andome, fils d'Andome Ella Mezang, le grand chef qui avait trouvé la mort au cours d'un long voyage qui l'avait mené très loin au sud, dans un pays où, dit-on, les hommes ne vivent que de bagarres. Si Andome Ella s'en était allé pour toujours au pays des morts, son nom, lui, n'avait pour autant pas disparu. Obame Andome était là. Obame Andome le remplacerait à la tête des Esiglesi. Bien sûr, Edzang Ella, depuis la mort de son frère, s'était efforcé de bien diriger la tribu. Il y avait d'ailleurs réussi, puisqu'aucun incident fâcheux n'était venu troubler la quiétude de son monde. Mais cette quiétude n'avait-elle pas fini, elle-même, par lasser les Esiglesi de sa monotonie engourdissante? L'homme ne trouve sa raison d'être, ne vit vraiment que dans le changement perpétuel. L'immobiliser, lui faire exécuter à longueur de journée un travail de routine, même au prix d'infinies largesses, ne le réjouit point. Sa soif de mouvement et de renouveau est inaltérable. S'imaginer le satisfaire pleinement en lui, offrant une vie paisible dans l'abondance et le farniente est un leurre contre lequel il ne tarde pas à se dresser. Si donc, pendant son règne, Edzang Ella avait su éviter à la tribu Esiglesi des fléaux tels la famine, les guerres et autres, il pouvait se reprocher de lui avoir pas permis suffisamment la traversée du grand fleuve Biboulou qu'il estimait dangereuse, alors qu'elle constituait pour son monde une secrète attraction. Il pouvait se reprocher bien des choses encore. Sentant une sorte de colère envahir peu à peu son peuple, il voulait profiter des cérémonies du retrait de deuil pour se décharger de ses responsabilités sur son neveu Obame Andome. Ainsi pensait la tribu Esiglesi à l'annonce de l'imminente intronisation du fils d'Andome Ella Mezang. Mais cette nouvelle intéressait particulièrement les magiciens venus assister aux fêtes de ce retrait de deuil. En effet, 6 magiciens Esiglesi étaient morts de façon assez curieuse. C'est cela même qui avait provoqué l'avalanche de tous ces magiciens qui se rabattaient à Mesolankini. Ils désiraient connaître le pourquoi et le comment de la mort de leurs confrères pour les venger. Les magiciens forment une race particulière dans le monde. Ils sont d'une solidarité incroyable
et n'admettent pas que des individus étrangers à leur secte pénètrent dans leur domaine privé et y sèment le désordre et la panique. De tels forbans doivent être sévèrement châtiés afin de boucher la brèche par ce traitement préventif. Qui donc était la cause de la mort des 6 magiciens et 6 Glécis? Une nuit, alors que la rage des tam-tams et la frénésie des danseurs endiablaient le village Mesolankini, Mvom Oteme, un grand magicien de la tribu Yengete, situé de l'autre côté de Biboulou, en face des Essiglésis, réunit ses compagnons dans un coin de forêt et leur dit « Depuis plusieurs jours, nous enquêtons vraiment sur la mort de nos confrères Essiglésis. Ceux que nous interrogeons semblent couverts d'un manteau de peur. C'est une attitude insolite. Ils savent quelque chose, mais ils ont peur de quelque chose. Que savent-ils? De quoi ou de qui ont-ils peur? Après mûre réflexion, je suis de plus en plus convaincu que notre ami Akobafeb Owono et les autres ont été assassinés. Et cet acte criminel ne doit pas demeurer impuni. Nous sommes ici pour en découvrir le ou les auteurs et les châtier. Je vous laisse la parole. Etum Abia de la tribu Yebibam, du côté d'Edune Zok Amvene Obame, se leva et dit « Tu parles bien, ami Mvom Oteme. Depuis que nous sommes dans ce village, je n'ai fait qu'épier et observer notre hôte, Edzang Ela. C'est un initié rompu à toutes les pratiques de la magie. Il connaît la vérité sur la mort et ses pairs, mais il nous la cache. D'autre part, il me semble bien pressé de céder sa place de chef à son neveu Obame Andome. Que dissimule cette passation de pouvoir? Ta parole est juste, dit un 3e magicien en se levant, et tu viens de prononcer le nom clé de notre énigme. Nous sommes-nous demandé si cet Obame Andome, à qui l'on veut confier les destinées des Essiglésis, est déjà initié. Ne trouvez-vous pas qu'il se passe des choses étranges dans cette tribu? En tout cas, reprit Mvom Oteme, je n'ai encore aucun indice me prouvant qu'Obame Andome est initié. Je l'ai même déjà sondé avec l'œil de hibou et n'ai rien détecté. En conclusion, Obame Andome n'est pas encore initié. Et comment expliquer qu'Edzangela, qui sait pourtant à quoi s'en tenir, veuille lui confier le trône des Essiglésis? Nous n'allons pas nous éterniser ici, s'énerva un 4e magicien. Préparez la sauce fétiche dans une marmite afin d'attirer les initiés Essiglésis pour qu'ils nous disent la vérité. Et n'oubliez surtout pas de prononcer le nom d'Obame Andome dans les paroles rituelles. La marmite bouillait sur le feu de bois. La vapeur qui s'en échappait répandait dans l'air une odeur indéfinissable, l'odeur qui allège irrésistiblement les initiés. Les hiboux ne tardèrent pas à apparaître sur les branches des arbres. Peu de temps après, les initiés Essiglésis affluaient dans ce coin de forêt, Edzangela en tête. Dès qu'il vit la marmite sur le feu, il eut un haut-le-corps, recula instinctivement pour se tenir hors de portée d'un éventuel éclaboussement de sauce. Ses compagnons l'imitèrent d'un seul et même mouvement. Mvom Otebe leur demanda « Qu'avez-vous, amis Essiglésis? Approchez-vous du feu afin que nous prenions ensemble la sauce que nous apprécions tant. Personne n'a de mauvaises intentions, donc il n'y a point de danger. » Mais les Essiglésis demeurèrent muets et immobiles, comme des souches d'arbres. Alors Mvom Oteme plongea une énorme louche de bois dans la marmite, la retira pleine de sauce et dit « Le ciel est en haut, la terre est en bas. Nul au monde ne peut les rabattre l'un sur l'autre. Que cette grande vérité éveille toutes celles qui dorment dans le monde des hommes et surtout en cet instant, celle sur la mort de nos 6 confrères Essiglésis. » Et il versa la sauce sur une liane, qui se changea brusquement en un long serpent boa qui se lança sur Edzangela, l'enlaça de ses horribles anneaux et le jeta à terre. Le malheureux se débattait, mais n'arrivait pas à se défaire de ses liens extraordinairement solides. Mvom Oteme fit mine de plonger encore sa louche dans la marmite, mais Edzangela hurla « Arrête! De grâce, arrête! Je vais parler. Les 6 magiciens Essiglésis morts ont voulu initier Obame Andome. La marmite contenant la sauce fétiche a explosé. La sauce a giclé et ils ont été frappés de cécité. Les médicaments que nous leur avons administrés n'ont produit aucun effet. Mvom Oteme dit « Obame Andome est-il donc si puissant qu'il se passe d'initiation? De qui a-t-il reçu cette puissance? » « Je l'ignore, répondit Edzangela. Je sais seulement qu'il refuse d'être initié et défie tous ceux qui seraient tentés de l'y obliger. Et comme il doit succéder à son père à la tête de la tribu Essiglésis, il ne me reste plus qu'à lui remettre le pouvoir. Mvom Oteme siffla.
Le long serpent se déroula lentement et s'enfonça sans bruit dans la forêt noire. Edzang et là se leva, endolori. Les hiboux se turent. Un instant après, tous les initiés dormaient tranquillement dans les cases. Je sème le vent, oui. Je tire l'éléphant, oui. Ce jour est un dimanche, oui. Que les oreilles écoutent, qu'elles écoutent le mvet. Le jour se leva avec son habituel cérémonial de bruit. Tandis que le soleil jeune, orgueilleux montait dans le ciel azuré, Edzangela convoquait son monde à Mesolankini. Les corps de garde regorgeaient d'hommes, les vérandas de femmes et d'enfants. Debout sur une éminence, Edzangela tenait à la main le chasse-mouche, emblème du pouvoir chez les Esiglesi. Obame Ndomé le lui avait rendu le lendemain de la nuit fatidique dans la presqu'île. Il le secoua énergiquement à plusieurs reprises, comme s'il en éprouvait la souplesse des nervures. Un silence saisit la foule. Edzangela parla. « Peuple Esiglesi, écoute-moi. Vous, étrangers ici présents, prêtez-moi vos oreilles. Nul n'ignore que j'ai assumé provisoirement les fonctions de chef de la tribu depuis la mort de mon frère Ndomé Ela. Maintenant, son fils, Obame Ndomé, est devenu un homme. Le moment de lui confier solennellement les charges de la tribu est arrivé. Je vais le faire devant vous afin que le vent emporte la nouvelle jusqu'aux confins de la terre. » Il siffla dans une corne de buffle. Obame Ndomé bondit de sa véranda et vint se tenir à côté de son oncle. À deux mains, celui-ci lui présenta le chasse-mouche et dit « Obame Ndomé, fils d'Ndomé Ela Mezang de la tribu Esiglesi, à partir de cet instant, tu es devenu le chef de la tribu Esiglesi. Que tous, des rives de Biboulou aux extrémités de la terre, te reconnaissent comme tel. » Obame Ndomé saisit des deux mains le chasse-mouche et répéta « Obame Ndomé, fils d'Ndomé Ela Mezang de la tribu Esiglesi, à partir de cet instant, je suis devenu le chef de la tribu Esiglesi. Que tous, des rives de Biboulou aux extrémités de la terre, me reconnaissent comme tel. » Les salves des fusils et les cris aigus de la foule soulignèrent l'approbation générale. Les tam-tams crépitèrent, les danses dans un sursaut d'énergie redoublèrent de frénésie. Le soleil incendia un nuage imprudent qui lui masquait la scène et participa de tous ses rayons éblouissants aux réjouissances des hommes. Obame Ndomé était chef de la tribu Esiglesi. Les initiés le regardaient sans comprendre. Cet Obame Ndomé non initié avait cependant des allures d'un initié accompli. Quel mystère cachait ce personnage? Qui était-il? Était-ce vraiment le fils d'Ndomé Ela, ce bambin qui ne différait jadis des autres bambins Esiglesi? Comment et par qui cet homme pouvait-il avoir été initié à l'insu de tous les magiciens de la tribu Esiglesi et des tribus voisines? Autant de questions qui n'obtenaient point de réponse. Le retrait de deuil engloutit toute une lune. La viande de chasse, 2 moutons et la volaille en firent les frais. Le fleuve Biboulou offrit ses services en poissons de toute espèce. Les femmes n'en finissaient plus de préparer des mets succulents. Les hommes, dont la présence à Mesolankini semblait justifiée par une gloutonnerie sans égale, de se gaver à qui mieux mieux. L'autorité d'Obame Ndomé grandissait avec une rapidité saisissante. En quelques jours, il se révéla d'une perspicacité et d'une justesse de jugement extraordinaire. Il connaissait si bien son monde qu'il paraissait lire dans ses pensées. Joyeux de nature, simple de caractère, cependant irascible mais indulgent au possible, hospitalier, charitable et généreux, il s'accommodait des hommes et charmait les femmes. On l'admirait, on l'aimait, on adorait lui faire part de ses petites misères, de ses inquiétudes. Même les vieillards se complaisaient à se confier à lui. Il donnait un conseil par-ci, un renseignement par-là. La journée, sa case regorgeait de gens qui ne la quitteraient que tard dans la soirée. Il s'en allait chez eux l'esprit en paix, le cœur plein d'espoir. Dès lors, exécuter ses ordres constituait une soif que chacun se hâtait d'apaiser avec un immense plaisir à la moindre occasion. Lorsque cessèrent les fêtes du retrait de deuil, la popularité d'Obame Ndomé traversa le fleuve Biboulou et commença à voguer de par le monde. Que les oreilles écoutent, qu'elles écoutent le mvet. Maintenant, Obame Ndomé régnait dans la tribu Esiglesi. De temps à autre, il la parcourait en tous sens afin de se rendre compte sur place de l'état de santé physique et morale de ses habitants.
Il vérifiait l'entretien des plantations, la construction des villages, la propreté des cases. Son attention se portait surtout sur la chasse, sur la pêche, sur l'abattage de la forêt, sur les fiançailles et les mariages, sur les palabres, sur les menues occupations qui alimentent la vie des hommes simples, la vie des mortels, conscients de leur bref passage ici-bas dont ils veulent profiter au maximum. Sa tâche était d'ailleurs facilitée par la nature, même des Essiglésies qui en faisaient une tribu prospère et puissante. En effet, la mentalité des Essiglésies se tendait toute vers la paix, vers le bien. Le mal, qui ne cesse jamais de s'infiltrer partout, se débattait désespérément parmi eux comme pris au piège. Et ce piège était renforcé par Obame Ndomé qui, s'il était un chef, tout ce qu'il y a de sympathique et tolérant, n'hésitait pas à châtier sévèrement ceux qui se permettaient de transgresser les principes directeurs de la tribu Essiglésie. Ainsi, plusieurs organisations néfastes de sorcellerie avaient été détruites par l'action d'Engi, secte de sorciers anti-sorciers très puissante. L'Engi parcourait les villages la nuit, au son des cors et cornes de buffle, pourchassant à mort les sorciers et les vampires suceurs de sang. De ce fait, même le commerce des charlatans vendeurs de gris-gris protecteurs s'était avarié. Ensuite, Obame Ndomé avait lancé Ndende, le plus invraisemblable voyant de l'époque, aux trousses des utilisateurs des fétiches. Et ce n'est pas pour rien si les sorciers aux vampires suceurs de sang, les charlatans vendeurs de gris-gris protecteurs et les amoureux de fétiches s'affolaient au passage de Ndende. Ils voyaient toutes les cachettes où l'enterraient les fétiches et gris-gris et obligeaient les propriétaires à les en sortir devant le public. Les séances de dépistage de gris-gris et de fétiches tenaient leurs assises au milieu de chaque village. Hommes, femmes et enfants formaient un vaste cercle autour de Ndende. Il avait un petit bâton à la main et en désignait après une incantation les possesseurs de fétiches. Quand ils niaient, il les conduisait avec une escorte de témoins au lieu où ils avaient caché leurs fétiches. Force leur était alors de se rendre à l'évidence. D'aucuns apportaient spontanément leur propre fétiche pour éviter la honte d'être démentis en pleine foule. Dans le monde fétiche, c'était une véritable déroute. On ne savait plus où enfouir les gris-gris, où les enfouir, où s'abriter de l'œil perçant de Ndende, où cacher, où ne pas cacher le fétiche. Ndende me voit, où cacher mon fétiche. Ndende me voit, je vais le cacher sous le lit. Ndende me voit, où cacher mon fétiche. Ndende me voit, je vais le cacher dans le mur. Ndende me voit, je vais le cacher sous la paille. Ndende me voit, je le cache sous l'immondice. Ndende me voit, où cacher mon fétiche. Ndende me voit, où cacher mon fétiche. Ndende me voit, je vais le cacher sous l'eau. Ndende me voit, je le cache dans un trou. Ndende me voit, je vais le cacher dans l'arbre. Ndende me voit, je le cache sous la pierre. Ndende me voit, je le cache dans la chevelure de ma femme. Ndende me voit, où cacher mon fétiche. Ndende me voit, où cacher mon fétiche. Ndende me voit, je vais le cacher chez mes oncles. Ndende me voit, je vais le cacher chez mes tantes. Ndende me voit, où cacher mon fétiche. Ndende me voit, où cacher ton fétiche. Ndende te voit, tu vas le cacher chez les fantômes. Ndende te voit, tu vas le cacher sous la natte. Ndende te voit, tu le caches chez le féticheur. Ndende te voit, où cacher mon fétiche. Ndende me voit, mon frère, le fétiche est parti. Ndende me voit, ma mère, le fétiche est brûlé. Ndende me voit, que vais-je devenir sans fétiche. Ndende me voit, que les oreilles écoutent, qu'elles écoutent le mvet. Ceux qui ne pouvaient plus se passer de leur fétiche dépérissaient et mouraient dès qu'ils en étaient privés. La nature humaine est ainsi faite. On s'accroche à une chose comme à une barque au milieu de la tempête de la vie. On lui cède toutes ses pensées, tout son être. Et dès qu'elle chavire, on chavire avec elle parce qu'on s'imagine qu'il est impossible de s'accrocher ailleurs. On ne cherche même pas à lutter. À quoi bon, se dit-on, tout est fini. Et l'on sombre presque avec complaisance. Il en irait autrement si, devenu homme, l'homme privilégiait avant tout sa valeur d'homme, son essence divine, et se plaçait au-dessus de la matière qui est appelée à le servir et non à l'assujettir. Ainsi, la mortalité s'accrut aussitôt dans les rangs de la vieille génération Essiglésie, mais elle fut heureusement compensée par une natalité des plus florissantes. Je sème le vent, oui, je tire l'éléphant, oui, que les oreilles écoutent, qu'elles écoutent le mvet.
Les saisons sèches s'étaient substituées aux saisons des pluies et les saisons des pluies aux saisons sèches. Le calme était revenu en pays Essiglési. Le grand fleuve Biboulou drainait ses eaux tranquilles qui s'énervaient tout à coup à l'approche des chutes qu'elle franchissait dans un moutonnement mousseux et fracassant. Le nom d'Obame Ndomé avait déjà fait du chemin. Après Biboulou, il avait franchi les fleuves Abonong et Assoumani. Il entrait maintenant en plein mi-cours, Menyung, Nekobeng. Il allait d'autant plus vite qu'il revivifiait le souvenir d'Ndomé et la Mézang. Les peuples d'Oku n'avaient pas encore totalement oublié le grand chef de la tribu Essiglési qui était allé à Ezongzok Megege où il trouva une mort tragique. D'aucuns pensaient que si Obame Ndomé devenait le chef suprême de toutes les tribus, la prospérité régnerait d'un bout à l'autre de la terre. On ne connaîtrait plus de maladies, de famines, de brigands, de tous ces fléaux dont souffre l'humanité. Obame Ndomé devait donc entreprendre de grands voyages à travers le pays. Ne comprenait-il pas qu'il se montrait égoïste en se confinant dans sa tribu Essiglési alors que le monde avait besoin de lui? Son attitude était inadmissible. On lui enverrait des émissaires pour le lui dire. Tous les hommes puissants que les tribus d'Oku avaient engendrés jusqu'ici, qu'avaient-ils fait de bon? Rien ou presque. N'étaient-ils d'ailleurs pas des pillards, des fauteurs de guerre et de calamités de toutes sortes? Non, Obame Ndomé devait venir, même s'il devait détruire tous ces prétendus puissants que l'orgueil aveuglait. Il devait venir. On n'en pouvait plus de subir le joug de ces inutiles à l'esprit si étroit, de ces incapables dont le seul souci était de remplir leurs cases de femmes et leurs villages de troupeaux de bêtes arrachés à leurs propriétaires légitimes, d'asservir les faibles, de ruiner les autres tribus en y semant la misère. On avait besoin d'un vrai chef, qu'il appartint à la tribu Essiglési ou une autre, mais d'un vrai chef, d'un Obame Ndomé. Obame Ndomé devait venir, et plus tôt il viendrait, mieux ce serait. Mais dans la tribu Essiglési, Obame Ndomé faisait la sourde oreille. Les émissaires lui venaient de partout apportant des appels désespérés des peuples en détresse. Après avoir entendu chaque émissaire, il réfléchissait quelques instants, puis haussait finalement les épaules. « Je ne vois pas, répondait-il, ce que j'irai chercher dans ton pays. Un tel est chef là-bas. Il n'a qu'à s'occuper de vous. » Et le pauvre envoyé s'en retournait au cœur plein de dépit. Obame Ndomé refuse de venir, allait-il dire à ses frères. Et partout, l'on se lamentait. On pleurait le libérateur, le bienfaiteur de la tribu Essiglési. On commençait à se demander sérieusement s'il ne valait pas mieux émigrer en tribu Essiglési. Comment faire? On ne pouvait tout de même pas devenir un Essiglési si l'on n'était pas né Essiglési. La nature a tout fait, tout calculé selon sa loi. Tu es plus grand de taille qu'un autre parce que la nature l'a voulu. Tu as un père et une mère dont tu te glorifies parce que c'est ainsi. Tu es de telle ou de telle tribu parce que c'est ainsi. Vouloir changer de tribu est une malhonnêteté qui berce merveilleusement les gens aux illusions. On n'est donc pas Essiglési si l'on n'est pas né Essiglési. Mais un jour, l'attitude d'Obame Ndomé changea brusquement. Ce jour-là, un homme appelé Obebendong de la tribu Angonave, situé sur la chaîne de montagnes Bizane, près des rives de Melolé, arriva à Mesolankini. Obebendong avait la réputation de colporter des nouvelles exaspérantes. Il avait surtout le don d'irriter les tempéraments les plus impassibles. Obebendong venait de très loin, car le fleuve Melolé se trouve au sud de Biboulou, en plein mi-cours Menyung Nekobeng. Il demanda à voir Obame Ndomé qui le reçut aussitôt. Obame Ndomé, fils d'Ndomé et la Mézang de la tribu Essiglési, j'ai de grandes révélations à te faire. Commença Obebendong. Tes parents ici hésitent à te dire certaines vérités car ils ignorent comment réagirais-tu. Ceux qui viennent des tribus éloignées et qui connaissent ces vérités adoptent la même attitude. En me décidant à venir t'en parler, j'ai évidemment pris de gros risques. Mais je sais que tu es un grand homme, un homme puissant qui ne prend pas au tragique une situation qu'il peut facilement redresser. Avant de continuer, je désire savoir si mon propos t'intéresse. Tu me passionnes, dit Obame Ndomé. Continue. Eh bien voilà. Tout d'abord, une question. T'a-t-on déjà parlé de la mort de ton père, Ndomé Ella? Pas de façon explicite, toujours très vaguement. Je me suis souvent demandé pourquoi et comment il est mort. C'est simple, dit Obebendong. Ton père était allé rendre visite à son cousin à Komamba, à Egongzok Mebege Memba, carrefour des conflits. L'olivier dressé sur une colline que toutes les tribus voient.
pays des fils d'Endong et de Mba qu'on ne voit qu'une fois. La deuxième, ils sont tous le doigt crispé sur la détente du fusil. Il a offert en guise de salut à Akoma 12 femmes et beaucoup d'autres richesses. Mais Akoma a considéré ces largesses comme une insulte, une humiliation, et a livré bataille dans la forêt des foyers éteints à ton père sur le chemin du retour. Ils étaient d'ailleurs deux, lui, Akoma et son frère Medang Endong. Après un combat acharné de plusieurs jours, ils ont eu finalement raison de ton père, lui ont tranché la tête et l'ont emmené à Ngong. Les connaisseurs disent que cette tête se trouve dans la maison de l'invincible Egwang Ondo, le chef des armées d'Ngong, que ton père n'a jamais fermé les yeux, que le sang coule encore de l'effroyable blessure, que cette tête qui génère la puissance du peuple immortel d'Egangzok Mebege Memba, me suis-je bien fait comprendre? Obame Ndome ne répondit pas. Il se demanda s'il n'allait pas tout d'abord trancher la tête de cet imposteur d'Obebendong avant de se rendre à Ngong pour s'emparer de toutes les têtes, y compris celle de son père. Son cœur commença à battre de plus en plus vite. Son sang a s'échauffé au rythme des battements de son cœur. Ses cheveux s'ébouriffèrent soudain et ses poils se dressèrent comme un bouc en colère. Des flammes jaillirent de ses yeux et Obebendong comprit un peu tard qu'il était allé trop loin. Mais le fils d'Andome Ella se calma aussitôt. Chez lui, la colère disparaissait aussi promptement qu'elle apparaissait. Il regarda simplement Obebendong et dit « Obebendong, tu dois t'estimer heureux. J'ignore quelle puissance m'a empêché de te décapiter à l'instant, mais à quoi bon? Tu m'as apporté une grande nouvelle. Cette grande nouvelle, je la veux publique pour que le peuple Esiglesi sache que mon père est mort à cause de ses largesses. Oui, je veux cette nouvelle publique afin qu'on ne me reproche rien quand j'agirai. Je vais prendre d'importantes décisions, mais il ne m'appartient pas de les prendre seul. J'aime l'harmonie avec le peuple Esiglesi. Maintenant tu peux retourner chez toi. Le moment venu, je partirai pour Ngongzok Mebege Memba. Si là-bas, les hommes ont encore leur tête sur les épaules, qu'ils sachent que moi, Obame Ndome, fils d'Andome Ella Mazang, je la leur trancherai. Emporte cette nouvelle et répands-la à travers vent jusqu'à ce qu'elle parvienne à Ngong. 7 jours plus tard, Obame Ndome fit rugir le tam-tam et manda les anciens de la tribu. Le soir du même jour, tous se réunissaient dans la presqu'île. Cette assemblée fut assez houleuse. Les anciens, prudents, repoussaient même le fait d'évoquer Ngong. A fortiori, le projet exposé par Obame Ndome de se rendre au pays des immortels, considéré comme générateur des fléaux. Cependant, firent valoir quelques audacieux, Obame Ndome, chef de la tribu Esiglesi, avait le pouvoir de décision, et sa décision l'emporta contre les réticences des vieux sages. Obame Ndome avait dit à Obebendong qu'il partirait pour Ngongzok Mebege Memba, l'olivier dressé sur une colline que toutes les tribus voient. Il le lui avait dit sans autre précision. Du reste, Obebendong n'avait nul besoin qu'une date lui fût fixée. La parole d'Obame Ndome seul lui importait. Il se hâta donc de retraverser le grand fleuve Biboulou et de parcourir en tous sens le territoire d'Oku. Partout sur son passage, il confiait la nouvelle aux oreilles, les oreilles aux bouches bavardes et les bouches bavardes aux tam-tam. Obame Ndome allait venir, oui, il allait venir, et les tam-tam la diffusaient de village en village, de clan en clan, de tribu en tribu. Et la nouvelle se mua en événement. Et l'événement prit possession des contrées arrosées par les fleuves Abonong et Assoumani jusqu'au rivage dévasté de Bevuyeng. Comme toujours, dans ce monde insouciant, vivant de la vie simple de ceux qui n'ont rien à se reprocher, n'ayant pas inventé des machines à tribulation et n'en éprouvant aucun besoin, l'événement apporta avec lui la joie, l'allégresse, l'optimisme. Les tambours et les balafons se mirent à crépiter, les corps à vibrer, les chants à s'emparer des poitrines. Et dans l'exaltation générale de cet enthousiasme, un seul nom portait en triomphe sur les ailes du vent, Obame Ndome.